Coucou tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série des capsules un peu plus courtes et on va vous parler aujourd'hui de la condition des Noirs. De la condition des Noirs aux États-Unis, de celle de 1920, mais évidemment, on ne peut pas faire ça sans parler avant tout de l'esclavage. Voilà, donc on va parler de ça pendant quelques minutes et puis après on va passer à un deuxième point comme on l'a fait la semaine dernière, comme on l'a fait la semaine prochaine quand on parlera de la condition des Amérindiens. On parlera de comment nous, on a choisi de traiter ça dans BAF, ce qu'on a choisi de faire en fait de la condition des Afro-Américains. Alors voilà, je vous disais, impossible de parler de la condition des Noirs aux États-Unis sans parler de l'esclavage. Euh, Tout ça pour vous dire, d'abord, les premiers Noirs arrivent aux États-Unis, en Virginie, en 1619. Ils arrivent en tant que serviteurs, pas tout de suite en tant qu'esclaves, mais ça viendra vite. Euh, les Noirs sont capturés par dizaines de milliers en Afrique et puis transportés dans des conditions vraiment infâmes, atroces. Faut bien se rendre compte qu'un tiers des populations déportées d'Afrique meurent pendant le transfert entre l'Afrique et les États-Unis. Et en 1750, 130 ans après que le premier Afro-américain, enfin le premier noir en fait, pose le pied sur le sol américain, l'esclavage est institué dans toutes les colonies. L'esclavage fait débat dès le début. Et aussitôt que 1780, le Maine est le premier État à abolir l'esclavage. Alors, peut-être que j'abuse un peu en disant ça, parce que le Maine n'est pas encore indépendant, mais en tout cas, l'esclavage est aboli dans cette zone-là. Euh, alors, il faut voir qu'en 1790, l'esclavage a des proportions telles que, en 1790, c'est 20% de la population globale. Ils travaillent dans les plantations majoritairement, dans les plantations de tabac, d'indigo, de riz, et puis ensuite de coton, de canne à sucre. En même temps, se mettent en place des codes noirs qui sont brutaux, qui châtient notamment corporellement les écarts de comportement tels que je sais pas, la fuite par exemple. En 1807, seuls 10% des Noirs sont libres, mais leur liberté reste toute relative parce que s'ils ne sont pas esclaves, ils sont privés de droits de propriété et ils sont privés également de droits de circulation. Euh, le, le président Jefferson, lui, abolit l'échange d'esclaves africains, mais il n'abolit pas l'échange domestique. Donc en fait, entre 1807 et 1810, il y a un marché intérieur d'esclaves qui prend son envol. Et c'est ce que j'ai choisi comme première image. Là, ce que vous voyez, c'est une vente, enfin c'est une caricature, c'est un tract abolitionniste des années 1830 qui montre des esclaves vendus. Euh, le son est faible, mince. Bon, bah écoutez, je vais parler un peu plus fort. Je vais parler un peu plus fort. Bon. Voilà, donc ce que vous voyez sur le tract, c'est une vente d'esclaves où, sans ménagement, les familles sont séparées, vraiment, et puis vendues comme du bétail. Les femmes esclaves, elles, sont souvent contraintes d'enfanter dès l'âge de 13 ans, dès qu'elles sont pubères, parce qu'elles constituent ainsi, pour les maîtres, de nouvelles ressources. Euh, Au milieu du 19e siècle, la situation se tend. Des leaders noirs appellent à l'insurrection, appellent au retour en Afrique, et la question de l'abolitionnisme devient centrale. Ce sera en fait une question centrale de la guerre de sécession, entre 1861 et 1865. En 1858, d'ailleurs, Abraham Lincoln est élu sur un programme abolitionniste. Cependant, il attendra septembre 1862, en plein cœur de la guerre civile, pour proclamer l'émancipation des esclaves. Euh, à ce sujet, on peut noter que 200 000 Noirs participent à la guerre du côté de l'Union, donc du côté du Nord, et de ces 200 000, 38 000 perdent la vie. Le Nord, l'Union n'aurait jamais battu les Confédérés. Alors, il y a donc toute cette période qui va jusqu'à l'abolition en 1862, mais
Mais cette période, enfin, ça ne signifie pas en fait les droits civiques, même s'il y a un court espoir immédiatement après l'abolition. Alors, premier point, c'est le fait que contre l'esclavage, ça n'a jamais été une lutte pour l'égalité. Je vous cite ici le discours de Charleston, d'Abraham Lincoln lui-même, dans lequel il se prononce contre le droit de vote des esclaves. Je le cite donc. Je dirais donc que je ne suis pas et n'ai jamais été pour l'instauration sur quelque mode que ce soit d'une égalité politique et sociale entre les races blanches et noires. Cependant, après la guerre, 4 millions d'esclaves sont affranchis. Les 13e, 14e, 15e amendements de la Constitution instaurent les droits civiques pour tous. Euh, Ces droits civiques sont vite rognés. Avant la guerre de sécession, il y avait déjà des lois de ségrégation qu'on appelle les lois Jim Crow. Elles se multiplient dans la seconde moitié du 19e siècle. Je vous montre, pardon, ici, j'ai oublié de changer. Je vous montre ici, bon, j'ai choisi de vous épargner les images les plus graphiques, notamment les photos dérangeantes que l'on peut voir des tortures que subissent les esclaves. Ici, vous avez de nombreux esclaves dans une plantation en Caroline du Nord. Euh, voilà. Donc, les lois Jim Crow, j'y reviens, sont des lois de ségrégation raciale qui dégradent rapidement la condition des Noirs. Elles sont votées en masse dans les États du Sud, mais elles sont instaurées au niveau fédéral par le célèbre arrêt de 1896, l'arrêt de la Cour suprême Plessy versus Ferguson, qui entraîne une infériorité de fait des Noirs et un renoncement au 14e et 15e amendement. C'est celui-ci qui dit Separate but equal. J'ai choisi de vous montrer ici John Marshall Harlan, le seul juge de la Cour suprême qui s'est prononcé contre l'arrêt Plessy versus Ferguson, donc contre la ségrégation raciale, comme il avait été 20 ans plus tôt, le seul juge de la Cour suprême à se prononcer pour l'égalité civique entre les Noirs et les Blancs. J'ai donc choisi de vous montrer sa photo en manière d'hommage. Voilà. En 1900, donc dites-vous bien ça, en 1900, tous les États du Sud avaient supprimé le droit de vote des Noirs et inscrit la ségrégation dans la loi. Alors, face à ces droits qui diminuent, évidemment, les Afro-Américains vont s'organiser. La pauvreté des Noirs est immense. Elle est surtout immense dans le Sud, où 90% des Noirs vivent encore en 1910, évidemment de l'esclavage. Les populations esclavagisées, même à leur affranchissement, sont souvent restées dans une très grande précarité ont signé des contrats de travail odieux. Pour beaucoup, la condition n'a pas été tant que ça améliorée. Bon. Cela étant, des personnalités noires s'organisent autour de l'homme que vous voyez à l'écran, W.E.B. Du Bois, premier diplômé noir d'Harvard, un sociologue, écrivain reconnu, et le fondateur du Niagara Movement, un mouvement qui revendique l'égalité civique. La photo, ou le montage est d'époque, je l'ai trouvé chouette, donc j'ai décidé de vous le montrer. Ce sont les fondateurs du Niagara Movement. Le Niagara Movement, lui, se fondera dans le plus célèbre NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, euh, qui est une association qui est en fait ouverte également aux blancs progressistes et qui fait de l'égalité une revendication à la fois nationale et progressiste et non simplement noire. Je vous en avais parlé la semaine dernière en vous disant que les femmes noires qui se sentaient exclues des mouvements féministes avaient plutôt tendance à militer pour l'égalité civique au sein du NAACP. En 1919, un autre mouvement plus revendicatif, ou plus radical plutôt, le Universal Negro Improvement Association, est fondé dans le quartier de Harlem, à New York, par Marcus Garvey. C'est le premier mouvement de masse des Noirs américains qui défend des positions panafricanistes. Et rapidement, il fait tache d'huile, il s'étend, il compte plusieurs milliers d'adhérents, et Garvey finit par être lui-même déporté dans sa Jamaïque natale, étant devenu un importun pour les puissances publiques.
1920, c'est aussi le moment de la bascule, c'est-à-dire que le vote noir devient un vote démocrate, alors que Lincoln, je le rappelle, était un républicain, et que les démocrates soutenaient historiquement des positions anti-abolitionnistes. En 1932, le soutien à Franklin Roosevelt sera absolument massif. Alors, le contexte du début du XXe siècle, et notamment à partir de 1915, voit une flambée de violence qui vise les Noirs. Flambée de violence dont on peut situer l'origine à peu près au moment du célèbre film raciste La naissance d'une nation de David Griffith, un film qui fait l'apologie du Ku Klux Klan et qui grime les Noirs en sauvages. Alors il n'y a pas de Noirs qui sont dans le film, ce sont des acteurs blancs qui font des blackface. Le film suscite vraiment un tollé dans le Nord, mais il permet au clan de renaître de ses cendres. C'est à ce moment-là que le Ku Klux Klan, adopte le sinistre rituel de la croix en feu. Les Klansmen deviennent extrêmement violents, notamment dans toute la période 1915-1935, qui marque vraiment le sommet des meurtres racistes. Plus de 700 lynchages, c'est-à-dire plus de 700 assassinats racistes sur la période, 726 exactement, majoritairement dans le sud. La violence culmine à deux moments, dans ce qu'on a appelé le Red Summer. Alors ça c'est une image à nouveau voilà, du film Naissance d'une nation. Euh, voilà, donc dans le Red Summer de 1919, dans lequel plus de 200 Noirs trouvent la mort, des dizaines de milliers sont déplacés, des quartiers sont incendiés. Donc là, j'ai choisi de vous montrer à l'écran une famille afro-américaine qui est obligée de quitter, sa demeure parce que sa maison a été ravagée. Ici, vous avez des incendies dans les quartiers noirs de Chicago, il me semble, mais peut-être que je dis une bêtise, qui ravagent complètement la ville. Euh, voilà, et puis ensuite, vous avez le sinistre massacre de Tulsa dans l'Oklahoma en 1921, où on estime qu'entre 100 et 300 personnes meurent et 10 000 Afro-Américains perdent leur logement. J'ai choisi de vous mettre ces représentations-là de dommages matériels. Vous pouvez trouver vraiment des images très dérangeantes. Vous pouvez trouver notamment des hommes du clan autour de cadavres de noirs en train de brûler. J'ai choisi de vous les épargner, mais vraiment, si vous êtes curieux, allez voir. Bon, enfin, ou n'allez pas voir. C'est peut-être pas la peine. Vous avez le droit de vous épargner ça. Bon, comment dire, ici vous avez la représentation d'un champ de coton en 1920, qui est un écho à ce que je vous disais tout à l'heure, qui est que dans les faits, les Afro-Américains vivent dans une grande pauvreté. Certains parlent même d'un esclavage de fait ou d'un nouvel esclavage dans la première moitié du XXe siècle et en particulier dans les années 1910-1930. Alors, ce panorama global étant brossé, on voit que 1920, c'est une période de grande ségrégation raciale, en particulier dans le sud, mais le nord n'est évidemment pas épargné. Cela dit, un point sur l'état du Maine. Comme je vous ai dit, ça a été le premier état à abolir l'esclavage en 1780. C'est un état qui est plus progressiste que les autres États. C'est l'État du premier diplômé noir du supérieur qui sort du Bowdoin College en 1826. C'est aussi là que prend racine le premier journal américain dirigé et rédigé par des Afro-Américains, le Freedom's Journal, 1827-1829. Le premier prêtre noir des États-Unis, James Healy, devient évêque de Portland en 1875. Ce qui n'empêche pas évidemment le Ku Klux Klan local de faire des Afro-Américains des cibles privilégiées de la haine raciale aux côtés des catholiques et des juifs.
un point, et j'y reviendrai tout instant aussi, tout à l'heure, pardon, c'est que les Afro-Américains étaient rarement plus de quelques centaines dans les États du Nord et dans le Maine, enfin dans les petits États du Nord, dans le Maine en particulier. Alors, nous, dans le jeu de rôle, comment est-ce qu'on a choisi de traiter ça? D'abord, d'abord, on a, d'abord un petit faux sur le Harriet. Le Harriet, c'est un salon de thé dans le centre-ville qui est inspiré de cette héroïne de la lutte abolitionniste, Harriet Tubman. Alors, Harriet Tubman, c'est une figure bien réelle. C'est une figure qui participe à près de 20 fois à ce qu'on appelle le chemin de fer souterrain, qui menait des esclaves du sud vers le nord avant la guerre de sécession pour les libérer, évidemment illégalement du point de vue du sud. Elle brava la mort également pendant la guerre de sécession. Euh, voilà, donc à Bath, on a la figure de Daphne Hyde, la sœur d'Andrew Hyde, qui finance ce salon de thé où se retrouvent les progressistes. De manière générale, comment est-ce qu'on a choisi de traiter cette question-là? Euh, bah, comme avec la question des femmes, si vous voulez, on a choisi d'une part de ne pas atténuer les violences et les haines raciales, comme on avait choisi de ne pas atténuer les violences et les haines misogynes, pour conserver le réalisme de la société des années 1920, où le racisme est violent, comme la misogynie est violente. Euh, mais, euh, mais comment dire bon, on a tenté néanmoins de rendre le jeu safe pour chacun et en particulier pour les joueurs racisés. Donc, si on a des moments de réalisme, comme par exemple le fait que dans notre ville, la géographie même de la ville reflète la ségrégation raciale avec le quartier du Swamp qui est isolé, qui est abandonné des services publics, avec le fait que les Noirs y vivent ghettoisés et qu'ils ne se mélangent pas aux Blancs. Si on a choisi aussi d'avoir des PNJ tout à fait racistes comme le directeur. Euh, on s'est posé la question comment est-ce qu'on fait pour conserver le plaisir de jeu des joueuses et des joueurs. Ça nous semblait, et notamment des joueurs et des joueuses racisés. Alors d'abord, un premier point, c'est qu'on ne fait du racisme le cœur d'aucun de nos scénarios. Donc en fait, à chaque fois que vous jouez à Bath, vous ne rencontrez pas, enfin voilà, à chaque fois que vous jouez à Bath, la plupart du temps, vous ne rencontrez pas de PNJ racistes. De même, le racisme est un sujet qui est peu abordé dans les scénarios, d'accord. Notamment pour garantir une sécurité en fonction du vécu des joueurs et des joueuses. Euh, D'autre part, les PNJ qu'on propose et qu'on, enfin, pardon, les PJ qu'on propose, les PJ qu'on propose euh, et, euh, et en convention et dans la grande campagne. Donc vous avez joué hein, avec Isaac et Nora Haddad, McIntyre, Hunter, Sageto, etc., etc. Sont complètement dépourvus de préjugés racistes, comme le sont les PJ de la grande campagne de l'été. D'accord. Pas de préjugés racistes pour eux, parce qu'on ne voulait pas que le racisme soit un sujet de complaisance, soit un sujet de blague pour les joueurs. Donc on voulait pas que les joueurs fassent du racisme, même sous la forme de l'humour. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, ces choix-là. Euh, voilà, pour finir, on a également choisi consciemment de surreprésenter les Afro-Américains. Donc, par exemple, dans notre Bath fictive, il y a plus d'Afro-Américains que dans l'intégralité de l'État du Maine. On en a mis 3000, alors on l'a lié intimement à l'histoire, avec notamment une fuite d'esclaves libérés par Abel Dunkirk et son groupe qui remonte et s'installe dans le Maine. Donc, on a évidemment des justifications solides, néanmoins c'est une torsion majeure avec la réalité historique, puisque il y a, si je ne dis pas de bêtises, à peu près trois fois plus de Noirs à Bath en 1920, c'est-à-dire 3000, que dans l'intégralité de l'État du Maine, dans la réalité. Par ailleurs, on a choisi, comme avec les femmes, on a choisi de faire
de faire des PNJ afro-américains en situation de puissance, d'accord, en situation de pouvoir. Donc vous avez par exemple André Louis et Elina Louis, que Nico vous a présenté, et qui règnent sur le swamp, et dont l'influence rayonne en dehors du swamp, dans le cercle de pouvoir, ou encore le journaliste Raphaël Werner, qui écrit des piges pour les journaux, pour les grands journaux de la ville, Pine Tree Skeptic excepté, évidemment. On a fait également des lieux de rencontre. Par exemple, le Flamingos est un lieu où noir et blanc dansent ensemble. Le Harriet, dont je vous ai parlé, est un lieu où les progressistes se retrouvent pour parler notamment politique et revendications politiques. Voilà, donc tout ceci, c'est destiné à rendre le paysage un peu plus respirable que ce qu'il était en 1920, y compris dans un état progressiste et même très progressiste, comme l'était celui du Maine. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne joue pas dans les années 1920, on veut jouer avec toutes et avec tous en 2024. Voilà, écoutez, c'est ce qu'on avait à vous dire pour traiter de la condition des Afro-Américains aux États-Unis en 1920. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler de la condition des Amérindiens. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, à nous rejoindre sur Discord et tout le tintouin. Voilà, je vous embrasse au nom de l'équipe. Bisous.